Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché hebdomadaire que je pensais faire de manière usuelle, hein, avec beaucoup de graphiques, hein, comme vous aviez l'habitude. Mais finalement, ça sera un point plus littéraire parce que cette semaine a été vraiment mouvementée, hein. Il y a des menaces, hein, qui apparaissent dans le radar. Et d'ailleurs, on va l'évoquer tout de suite, hein. Vous voyez un petit peu les slides. Donc, le point de marché de ce 17 mars, hein, intitulé Trois menaces imminentes sur votre patrimoine. Alors, avant d'entrer dans le détail, hein, vous voyez, hein, les photos disent d'elles-mêmes, hein, donc trois menaces qui. Alors, elles existaient, hein, ces menaces, hein, mais elles sont apparues euh, au grand jour cette semaine, hein, trois menaces importantes. Hein. La première, c'est une guerre mondiale, une déflagration géopolitique. Hein. On est dans un moment où on a eu des choses cette semaine qui se sont passées et qui sont assez inquiétantes, avec un vrai risque de confrontation géostratégique internationale. Premier risque. Deuxième risque, évidemment, je vous montre une courbe en train de baisser, c'est un risque systémique sur les banques. Il y a eu des choses qui sont passées sur les banques et qui inquiètent, qui laissent à penser qu'on a un risque qui pèse sur le système bancaire international. Troisième gros risque, évidemment, celui-ci, c'était impossible de passer à côté, enfin, si on est en France, c'était évidemment le 49.3 et la motion de censure qui sera déposée contre le gouvernement. Et là, évidemment, il y a de vrais risques que ça dérape sur le plan social et sociétal. Et tout ça, évidemment, sur les patrimoines, ça peut avoir des conséquences. Alors, sans tarder, on va attaquer le premier risque. Le premier risque, c'est une actualité géopolitique de plus en plus anxiogène. Alors, on n'en parle pas beaucoup, hein, dans les médias, mais on a de plus en plus de pays occidentaux qui commencent à donner des avions militaires de combat à l'Ukraine capables de taper directement le territoire russe. Donc là, on n'est même plus dans on aide les populations civiles ukrainiennes à supporter, hein, à supporter les souffrances qu'elles endurent. Il faut les aider. On n'est plus dans on aide les Ukrainiens, l'armée ukrainienne à se défendre contre l'invasion russe, parce que je rappelle quand même que c'est les Russes qui ont envahi l'Ukraine. Hein. Là, on livre des armes létales, des armes de combat massives, des avions aux Ukrainiens pour leur permettre de taper le territoire russe. Et donc, évidemment, on a eu une hausse des tensions entre la Russie et les États-Unis, avec notamment le drone américain qui a été abattu en mer Noire par un avion russe. Alors, de son côté, hein, toujours rhétorique verbale agressive, hein, Medvedev, hein, qui a quand même été président de la Russie, qui est quand même très haut placé, estime que pour garantir sa sécurité, la Russie doit repousser la frontière polonaise vers l'ouest. Donc, encore des termes très durs. Les États-Unis et la Chine s'accusent mutuellement d'espionnage par le biais de ballons et ces tensions se produisent tandis qu'un général américain a alerté sur un risque de guerre entre les deux pays en 2025. Les États-Unis ont par ailleurs directement menacé la Chine de représailles en cas de fourniture d'armes à la Russie. Cette dernière a répliqué en indiquant que les États-Unis fournissent déjà des armes à l'Ukraine. Et enfin, la Chine a par ailleurs réuni l'Iran et l'Arabie saoudite, et donc des relations, alors c'est plutôt positif, des relations diplomatiques vont être mises en place entre ces deux pays, hein, des frères ennemis, hein, chiites et sunnites, sous l'égide des Chinois, ce qui va aggraver encore les tensions avec les États-Unis. Et donc là, on a vraiment un contexte géopolitique qui est assez anxiogène, et donc il n'est pas exclu qu'on assiste soit à une vraie guerre mondiale, et des guerres mondiales, il y en a eu plein. Hein. Alors on dit deux guerres mondiales, mais en réalité, les guerres napoléoniennes, c'était des guerres mondiales. La guerre de 100 ans, c'était une guerre mondiale. Les croisades, c'était une guerre mondiale. Les invasions barbares, c'était une guerre mondiale. Donc il n'est pas exclu qu'on assiste soit à une vraie guerre mondiale, soit, même en l'absence d'un conflit armé, que l'on ait une démondialisation brusque avec l'apparition d'un mur entre deux blocs, hein, deux blocs antagonistes. D'un côté,
Russie, Chine et quelques pays qui suivraient ces deux gros blocs, et de l'autre, les pays occidentaux. Et donc là, on aurait une démondialisation, on aurait vraiment une fragmentation de la mondialisation qui peut induire énormément de tensions géopolitiques. Il n'est pas d'ailleurs exclu, alors ça, Philippe Fabry en a parlé, il connaît ça mieux que moi, hein, c'est des guérillas qui ne sont pas à exclure avec une ingérence, par exemple, du groupe Wagner en Afrique. Et pourquoi pas, on peut envisager que des miliciens Wagner pénètrent les banlieues en Europe pour raviver des émeutes au sein même de l'Europe occidentale. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas à exclure et on a un contexte géopolitique qui est de plus en plus, de plus en plus tendu. Ça, c'est le premier bloc qu'il ne faut pas négliger. Deuxième bloc, alors ça a commencé à apparaître en fin de semaine d'avant, donc il y a à peu près 8 jours, c'est un système bancaire qui vacille. Alors, je vais essayer un petit peu de vous expliquer ce qui se passe là. Alors, on a une crise qui a commencé aux États-Unis il y a une semaine avec des faillites en cascade de banques régionales. Donc, on a eu 3 banques régionales qui ont fait faillite. Et parmi ces banques régionales, on a la Silicon Valley Bank, qui est une banque régionale qui a fait faillite, qui prête, qui s'est spécialisée dans le crédit aux petites entreprises, au high-tech de la Silicon Valley. Mais on a beau appeler ça banque régionale, cette banque, elle est aussi grosse que la Société Générale. Imaginez demain, on vous dit, bah, la Société Générale fait faillite. Là, on a quand même une banque d'une ampleur régionale, mais régionale au niveau des États-Unis. Je vous rappelle que la Californie a un PIB plus élevé que la France. On a une des plus grosses banques californiennes qui a fait faillite, dont sa taille est comme la Société Générale, plus grosse que la Société Générale. Et donc, évidemment, la crise bancaire s'est propagée à l'Europe, début de cette semaine, là c'est cette semaine, et notamment le Crédit Suisse qui se retrouve au bord de la faillite, menaçant ainsi les autres banques. Cette semaine qui s'est écoulée, on a vu le Crédit Suisse perdre 35% de sa valeur, une semaine, et on a même vu BNP Paribas, Société Générale, perdre 10% en une journée. On a même dû arrêter les cotations parce que les banques, alors là on parle de BNP, tout, étaient en train de s'écrouler en bourse. C'est quand même sérieux, là on parle de choses sérieuses. Et c'est d'autant plus inquiétant que nos dirigeants ne semblent pas savoir où est-ce qu'ils vont. C'est-à-dire que hier, le jeudi 16 mars, Christine Lagarde, présidente quand même de la Banque Centrale Européenne, augmente encore les taux de 50 points de base en disant que tout va bien, il n'y a rien à craindre. Quelques heures après, aujourd'hui matin, le vendredi 17 mars, la Banque Centrale Européenne se réunit en urgence pour voir ce qu'il est possible de faire face à la crise bancaire qui menace. Et là, on n'est plus du tout dans le cas des banques régionales américaines. Là, on parle du système bancaire qui inclut toutes les banques de la zone euro, y compris les banques, les miennes, la mienne aussi, hein, dans lesquelles on a notre argent dedans. Là, il y a une crise, vous allez sur Boursorama, vous allez sur les sites, vous voyez l'effondrement, la chute des cours bancaires. Et là, ça a lieu en ce moment. Alors, pourquoi cette crise? Pourquoi tout ça? Alors, je vais vous expliquer, essayer de vous expliquer ça simplement. Pour lutter contre l'inflation, les banques centrales ont augmenté les taux de manière très agressive. Parce que plus vous montez les taux, plus vous ralentissez le crédit, la demande de crédit, et plus vous freinez la consommation. Si les gens ne peuvent plus faire de crédit, ils vont moins consommer. Et s'ils consomment moins, bah forcément, les magasins qui vendent des choses, bah, ils ne peuvent plus monter les prix. Parce que s'ils n'ont plus de clients en face, ils baissent leurs prix. Pour casser l'inflation, on a augmenté les taux de manière très agressive et les taux français, en un an, sont passés de 0% à 3% en quelques mois. Hein, donc ça, c'est les taux de l'État français. Et donc, il en a résulté d'une flambée de hausse des taux de tous les autres crédits. Crédit immobilier, crédit aux entreprises, crédit à la consommation. Hein, tous les taux ont augmenté. Il y a encore un an et demi, on pouvait s'endetter à des taux à 1% en immobilier. Hein. Aujourd'hui, en immobilier, on n'a plus de taux inférieurs à 3%. On se rapproche même dangereusement des 4%. Donc, et là, c'est l'immobilier. Je ne vous parle pas des crédits revolving, des crédits conso. On parle de crédits immobiliers.
on a une envolée des taux. Et évidemment, les marchés s'inquiètent, si les taux continuent comme ça à monter pendant plusieurs mois, bah, ça va être impossible carrément de faire un crédit. Donc on a aussi, en parallèle de cette hausse des taux, on a de plus en plus de crédits, que ce soit des crédits à la consommation ou même des crédits pour investir, pour acheter sa résidence principale, qui sont refusés par les banques. Moi, aujourd'hui, j'ai un ami qui, a un petit peu, voilà, qui a un petit peu tardé avant d'investir. Bon, je l'ai conseillé et tout, il a tardé. Mais moi, mon rôle, enfin, c'est pas du tout de pousser les gens. J'aime pas pousser les gens à vite, 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 vite. Hein, ça, je déteste ça et j'aime pas qu'on me le fasse. Et en fait, bah, son dossier n'est pas passé parce que les taux ont tellement monté et les restrictions sont fortes que le crédit a été refusé. Donc voilà, donc bon, il n'est pas très très content, mais je lui dis, il valait mieux réfléchir, et quitte à prendre le risque que le crédit passe pas, plutôt qu'investir bêtement. Ça, on y reviendra à la fin de la vidéo. Mais on a des taux qui montent, qui montent, qui montent et qui rendent de plus en plus difficile la possibilité d'avoir recours au crédit pour investir ou même pour acheter des crédits conçus. Donc ça freine l'économie et ça met le système bancaire en tension. Et on a de nombreux acteurs de l'économie qui se retrouvent en situation d'insolvabilité. Des entreprises surendettées se retrouvent en situation d'insolvabilité et doivent retirer leur argent des banques pour honorer leurs dettes. Typiquement, ça peut être aussi des personnes particulières qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts à cause de l'inflation et qui vont en même temps voir leur banque ou leur compagnie d'assurance pour retirer leur argent de leurs fonds euros des assurances vie, donc veulent retirer en même temps. Et là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que les banques, lorsque vous placez de l'argent dans une banque, votre compte courant à la banque, elle ne le met pas dans un coffre-fort. Elle le réinvestit sur les marchés. Elles sont même obligées. Attention, hein, là, je ne parle pas du vilain canard qui spécule, la banque qui spécule avec votre argent. Non. L'argent que vous confiez à votre banque, ou à votre assureur vie. Hein. Alors, je parle des assurances vie à architecture fermée, hein, les fonds euros des assurances vie, hein, les assureurs traditionnels, elles sont obligées, hein, ce sont BAL 3, solvabilité 2, qui obligent les assureurs à investir majoritairement l'argent qui est confié par les clients dans des obligations d'État, des obligations françaises, réputées sans risque. Sauf que, avec les taux qui sont passés de 0 à 3%, les obligations détenues par les banques et les compagnies d'assurance ont perdu en 2022 20% à 30% de leur valeur. Alors, si certains d'entre vous ont investi dans des fonds obligataires depuis 2021, vous voyez bien que les fonds obligataires, ça a baissé. C'est lié à la hausse des taux. Alors, ce n'est pas grave en soi. Hein, moi aussi, j'ai des moins-values sur mes investissements obligataires. Ce n'est pas grave. Car si on garde les obligations, si les organismes gardent ces obligations jusqu'à la maturité, alors ça peut être 5 ans, 7 ans, 10 ans, ça dépend des obligations, elles retrouvent mécaniquement leur valeur d'origine. Ça, c'est par construction. Sauf si on pense évidemment que la France fait faillite, là on rentre dans l'inconnu, bien évidemment. Mais problème, si tous les clients commencent à demander leur argent au même moment, soit parce que c'est des entreprises en difficulté qui ont des besoins de trésorerie, des, des clients particuliers qui doivent faire face à l'inflation, à des dépenses, qui ont besoin de liquidité, commencent à retirer leur argent d'un coup, les banques et les compagnies d'assurance vendent leurs actifs à perte, puisqu'elles sont obligées de vendre, mais elles sont à perte, et là, elles vont générer des moins-values, et la crise se propage, parce que là, on a carrément des banques et des compagnies d'assurance qui se retrouvent avec un gros trou dans la caisse, parce qu'elles sont obligées de vendre en catastrophe des actifs qu'elles ont achetés à prix très élevé, qui ont baissé, qui vont remonter, mais elles sont obligées de les vendre aujourd'hui parce que les clients l'exigent. Et c'est là, en fait, qu'on peut passer d'une crise de liquidité, c'est quand beaucoup de clients veulent retirer leur argent en même temps et que la banque n'a pas nécessairement l'argent disponible, à une crise de solvabilité. C'est plus grave, solvabilité, c'est la banque n'a tout simplement pas les moyens d'honorer les engagements vis-à-vis des clients. Je parle de banque, je parle aussi de compagnies d'assurance, notamment les fonds euros. Alors, je ne parle pas des compagnies d'assurance à architecture ouverte, ça c'est un peu différent. Mais je parle des compagnies d'assurance à architecture fermée, notamment les fonds euros, les compagnies d'assurance. Et là, il y a un vrai risque. Si tout le monde
se précipite auprès de son assureur ou auprès de son banquier pour retirer ses sous, comme une grosse partie de l'argent placé par les banques et les compagnies d'assurance est en moins-value, c'est-à-dire il vaut moins que ce que vous leur avez placé, là, il y a un vrai risque sur le système bancaire. Et donc, évidemment, là, en ce moment, la Banque centrale européenne se réunit en urgence à Francfort pour voir ce qu'il est possible de faire. Alors attention, on verra à la fin de la vidéo, moi je ne suis pas du tout un effondriste, hein. Autant je critique les dogs de Bordeaux, hein, les fameux dogs de Bordeaux, qui ont pris une claque cette semaine, autant je critique aussi les adeptes de l'effondrement, du chaos, hein, attention. Donc, deuxième risque, on a un vrai risque sur le système bancaire international. Troisième risque, hein, alors ça, vous n'avez pas pu y échapper. J'étais à Paris hier quand j'étais en train de bosser et tout, quand j'ai entendu des klaxons dans la rue et tout, qu'est-ce qui se passe? On a gagné la Coupe du Monde, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, c'était le gouvernement qui venait, Madame Borne, qui venait d'activer le 49.3 et qui a provoqué une onde de choc, d'abord dans l'Assemblée, hein, dans l'hémicycle, hein, où une partie des députés ont chanté la Marseillaise, et ensuite dans la rue, il y a eu des manifestations spontanées, et moi j'ai pu entendre des coups de klaxon, etc., des manifestations qui commençaient à se produire. Et ça, il y a une menace, hein, que cette crise politique finisse par devenir une crise insurrectionnelle en France. Alors, c'est quelque chose, bon, moi personnellement, en toute humilité, euh, j'y crois pas trop quelque part, parce que bon, ça fait depuis 30 ans en France, j'entends tout le temps, ouais, ça va péter, ça n'a jamais pété. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, force est de constater que on a, au moment où je vous parle, on n'a jamais été aussi près d'une crise majeure de la Ve République. D'ailleurs, certains prédisent même son effondrement. Alors, le gouvernement n'a pas réussi à faire voter le texte sur la loi des retraites, hein, bon, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, hein, bon, je pense que vous êtes au courant. Le Sénat y était favorable, mais l'Assemblée nationale bloque, notamment avec les députés les républicains. Le gouvernement avait deux solutions. Passer au vote à l'Assemblée nationale, après tout, hein, c'est la démocratie, hein. Enfin, il aurait très bien pu, hein, même si certains LR ne sont pas d'accord, la NUPES et tout. Bah, on joue le jeu de la démocratie parlementaire, on met le texte aux voix et on voit si le texte recueille une majorité ou pas. Deuxième solution, passer en force avec un 49-3 en prenant le risque d'une motion de censure. Et donc, du coup, le gouvernement n'a pas pris le risque de mettre au vote le texte et a passé directement en force avec un 49-3. Alors, je vous explique la petite subtilité, c'est que si vous mettez le texte aux voix à l'Assemblée nationale, il suffit qu'il n'y ait pas la majorité absolue pour adopter le texte, donc des gens, des députés qui sont en balade, qui sont dans leur circonscription, qui s'abstiennent, pour que le texte ne passe pas. Alors qu'en faisant le 49-3, par défaut, le texte passe et la seule manière que le Parlement, que l'Assemblée nationale a pour faire capoter le texte, c'est de voter contre le gouvernement. Donc s'il y a des députés qui s'abstiennent, qui n'osent pas trop voter, ben en fait, les personnes qui ne voteront pas la motion de censure seront considérées comme ayant accepté le texte sur les retraites. Donc vous voyez un petit peu une petite subtilité là. Et donc du coup, dans tous les cas, la situation va devenir très tendue. Alors, il y a deux solutions, il n'y en a pas 10 000. Hein. Premier cas, la motion de censure passe, et elle peut passer parce qu'a priori, on a toute la NUPES, tout le Rassemblement national, et même une partie des députés centristes et républicains qui pourraient la voter. Ça peut, c'est pas garanti, mais ça peut. Hein. Et donc là, ça entraîne la chute du gouvernement et une probable dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, avec de nouvelles élections législatives. Premier cas. Là, ça va être tendu. Hein. Deuxième cas, tout aussi tendu, la motion de censure ne passe pas. Et si elle passe pas, a priori, elle ne va pas passer de grand-chose. Hein. A priori, il y aura minimum 250 députés qui vont la signer. Donc, le gouvernement, s'il sauve sa tête, il va la sauver à quelques voix. Mais le gouvernement va ressortir très affaibli, avec une intensification des mouvements sociaux dans la rue qui estimeront
que le débat a été volé. Et donc là, il y a un vrai risque que finalement le débat, au lieu qu'il ait lieu à l'Assemblée nationale, il finisse par avoir lieu dans la rue. Et là ça, on sait quand ça commence, on ne sait pas comment ça se termine, ce genre d'histoire. Donc voilà. Alors je rappelle que la Révolution française de 1789 a démarré suite à l'impossibilité des États généraux de voter de nouveaux impôts. La France était en déficit en 1788. Il fallait voter de nouveaux impôts pour garder la tête hors de l'eau. Sauf que pour faire accepter de nouveaux impôts à la population française, le roi a réuni les États généraux pour voter les impôts pour que ça passe crème aux yeux de l'opinion. Sauf que, on connaît la suite, les États généraux se sont sabordés, le tiers-État a fait sécession avec la noblesse et le clergé pour se proclamer Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, aujourd'hui, en fait, c'est la descendante du tiers-État du temps de l'Ancien Régime. Et donc, du coup, dans un premier temps, le roi a refusé de reconnaître la décision de l'Assemblée nationale, le serment du jeu tourne, nouvellement créé, et c'est là qu'est partie la Révolution française de 1789. Et donc, effectivement, on est tenté de faire le parallèle à aujourd'hui, où on a d'un côté une grosse partie de l'Assemblée nationale qui ne veut pas du texte sur les retraites. Ils ne veulent pas forcément la tête d'Emmanuel Macron, hein. Ils ne veulent pas du texte sur les retraites, ils veulent autre chose. Certains dans l'Assemblée nationale veulent par exemple que l'on remette les impôts sur les plus riches. Ça peut se défendre. Que l'on taxe les investisseurs. Ça peut se comprendre aussi. Les investisseurs, honnêtement, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, ça a été la fête pour eux. Donc évidemment, certains à l'Assemblée nationale veulent que ces personnes qui se sont enrichies durant les années 2017 jusqu'à 2022, jusqu'à 2021, participent à l'effort de guerre pour sauver le système des retraites. Évidemment, Emmanuel Macron ne veut clairement pas en entendre parler. Et donc, du coup, on a un conflit ouvert entre la représentation nationale, une partie de cette représentation, et le gouvernement, avec à la tête son président Emmanuel Macron. Et donc, évidemment, c'est une situation qui peut être très, très, très tendue. Alors, les problèmes actuels ne sont pas apparus par hasard. Si vous me suivez depuis longtemps, il y a des problèmes. Alors, moi, je ne suis pas adepte de la théorie de l'effondrement, j'y crois pas trop. Il y a des crises et les crises entraînent un renouveau. Mais il y a trois gros problèmes. On a d'un côté des ménages, des entreprises et des États qui sont surendettés. Ça, vous regardez, les dettes sont partout. Il y a énormément de dettes. On a un stock de dettes qui devient très dur à digérer. Premier point. Deuxième point, on a des écarts de salaire et de patrimoine qui sont historiques entre les plus riches et les classes moyennes. Par exemple, si je vous donne un exemple aujourd'hui, relativement au PIB français, parce que bon, on ne peut pas comparer, il faut comparer ce qui est comparable, l'homme le plus riche de France est beaucoup plus riche que ne l'était Louis XIV en son temps. Relativement au PIB, bien évidemment. On ne peut pas comparer des euros d'aujourd'hui avec la monnaie de l'époque. Mais relativement, l'homme le plus riche de France, son poids dans le PIB français, sa fortune rapportée au PIB français, elle est largement supérieure à la fortune de l'homme le plus riche sous Louis XIV. On a des écarts de salaire et de patrimoine qui n'ont jamais, qui ont atteint des niveaux énormes entre les plus riches et les classes moyennes. Et ça crée des tensions. Et les problèmes que l'on voit sur les retraites, les manifestations, c'est pas seulement contre les retraites, c'est aussi pour protester contre un écart, un choc de classe. Et troisièmement, ça découle du 2, c'est un capitalisme de connivence entre un grand patron et politique sortis tous des mêmes écoles qui devient insupportable pour beaucoup. On le sait aujourd'hui, quasiment tous les postes de direction des entreprises du CAC 40, on sait, ils sont trustés par quasiment les mêmes personnes, les mêmes familles, les personnes issues qui ont intégré les mêmes écoles à l'âge de 17, 18, 20 ans. Et donc, du coup, on a vraiment des plafonds de verre qui apparaissent entre les différentes classes sociales. L'ascenseur social est brisé.
Et ça crée un sentiment de désespoir chez beaucoup de personnes. Énormément de métiers ne sont quasiment plus considérés. Hein. Je pense aux professeurs, aux infirmiers, aux éboueurs. Ces métiers-là ne sont clairement plus considérés. Hein, quand on regarde les salaires, bah, regardez, bon, moi j'étais à Paris, il y avait on commence à avoir des murs de poubelles. Hein. J'ai jamais vu autant de poubelles à Paris, parce qu'il y a la grève des éboueurs. Mais enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que les éboueurs qui travaillent à Paris, vous vous doutez bien, ils n'ont pas les moyens de vivre à Paris. Ils vivent 50, 60, 70 kilomètres de Paris. Donc, il n'y a pas de télétravail pour eux. Ils sont obligés de se déplacer, de prendre les transports. C'est très dur. Mais ils se déplacent, ils viennent nettoyer, excusez-moi, la merde des Parisiens, enfin la merde, bah, les poubelles des Parisiens. Mais eux, pour le travail qu'ils font à Paris, ils n'ont plus les moyens de vivre à Paris. Et c'est pareil pour les professeurs, c'est pareil pour les instituteurs, c'est pareil pour les infirmiers. Voilà, aujourd'hui, c'est malheureux, mais on a tout un tas de professions des premières lignes, hein, les gens qui nous sauvent. Hein, je suis désolé, mais c'est plus utile enfin, la personne qui ramasse les poubelles est peut-être plus utile que tout un tas de personnes qui font des PowerPoint dont on ne sait pas trop à quoi ça sert. Ces personnes-là, aujourd'hui, n'ont même pas les moyens de vivre dans les lieux où elles travaillent et où leur action est indispensable. Et ça, et ça crée vraiment des tensions énormes au sein du corps social. Donc, on a voilà, tout un tas de problèmes qui sont là, qui ne sont pas apparus par hasard et qui peuvent euh, trouver corps dans la situation actuelle avec les réformes des retraites, avec la crise bancaire que l'on voit qui est partie des États-Unis et qui se propage dans le monde et à travers les tensions géopolitiques. Alors, quelle solution? Il y a eu, alors ceux qui me connaissent savent les quatre possibilités, il n'y en a pas une infinité. Hein. Il y a des écarts énormes entre les riches et les pauvres. Il y a des pays, dont la France, des entreprises, des particuliers qui sont surendettés. On a un stock de dette qui est pharaonique, qui est énorme. Il y a quatre solutions. Quatre solutions. Il n'y en a pas 10 000. Première, c'est une guerre mondiale. Hein. Quoi qu'on en dise, la plupart des guerres mondiales se sont déclenchées à cause de problèmes purement économiques. Hein. On crée des tensions et ensuite l'économie va dicter la guerre. Hein. Et les guerres mondiales, on dit la première et la deuxième guerre mondiale, en réalité, des guerres mondiales, il y en a eu plein. Hein. Sous les Égyptiens, les Romains, les invasions barbares, c'était des guerres qui étaient simultanées dans tous les pays. Les croisades, la guerre de 100 ans, les guerres napoléennes, etc., etc. Et ces guerres ont permis de purger les dettes et de réduire les inégalités. Ça, c'est le premier scénario. Bon, clairement, euh, bon, personnellement, je n'y crois pas trop pour le moment parce qu'il y a un tel écart entre la puissance américaine et les autres puissances qu'une guerre mondiale ne peut pas avoir lieu. Hein. Les États-Unis d'Amérique sont tellement hégémoniques d'un point de vue militaire que je ne vois pas quel pays pourrait résister au rouleau compresseur américain. Hein, les États-Unis sont l'hyperpuissance du moment et pour moi, je ne vois pas de guerre mondiale. Une possibilité de guerre mondiale commencera à émerger lorsque les États-Unis seront suffisamment sur le déclin pour être concurrencés par une autre puissance militaire. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, c'est quasiment l'armée américaine, c'est 10 fois toutes les armées du monde réunies. Donc, aucun pays ne peut résister à la puissance américaine. Alors, demain, si les États-Unis veulent aller jusqu'à Moscou pour tirer l'oreille de Poutine, ils ont les capacités. Les États-Unis, je ne suis pas pro-américain, mais les États-Unis représentent l'hyperpuissance. Alors après, il y a une différence entre aller faire un coup d'État à Moscou pour renverser Poutine et aller s'installer dans un pays. C'est pas évident. Parce qu'après, vous allez avoir des guérillas et tout. On a vu en Irak, on a vu en Afghanistan. C'est très difficile d'occuper militairement un pays. Mais on peut abattre la tête d'un régime et après s'en aller, etc. Les Américains, aujourd'hui, sont une superpuissance, comme l'Empire romain à l'époque, et donc on voit mal une guerre mondiale aujourd'hui. C'est mon point de vue. Deuxième chose qui peut permettre de s'en sortir, c'est une révolution technologique.
Imaginez demain, on trouve un miracle contre le cancer, une rupture technologique, un moyen pour aller sur Mars facilement. Là, ça va créer une onde de choc de productivité qui va bénéficier à l'ensemble de l'humanité. Les plus riches seront encore plus riches, c'est vrai, mais les pauvres seront beaucoup moins pauvres. Et donc, on verrait un écart de richesse se réduire et les dettes, finalement, être progressivement réduites par la croissance. Hein, c'est un peu comme si vous avez, imaginons que vous avez 1 million d'euros de dettes. 1 million, c'est énorme. Hein. Que votre salaire, je ne sais pas, il est de 3 000 euros par mois. Imaginons que le 1 million d'euros de dette reste 1 million et que votre salaire, parce que vous avez augmenté votre productivité, passe de 3 000 euros à 20 000 euros. Bon, c'est déjà arrivé. Hein, 20 000 euros, bah, vous doutez bien que si vous gagnez 20 000 euros par mois, bah, finalement, votre stock de dette de 1 million, bah, il est beaucoup moins fort. Il est beaucoup plus facilement supportable. Donc, une révolution technologique peut résorber les inégalités et réduire le poids des dettes. Personnellement, là encore, je n'y crois pas parce qu'il faut des décennies pour produire une révolution technologique. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et pour que ça ait un effet de ruissellement sur toutes les classes de la population. Là encore, la révolution technologique, je pense qu'elle n'arrivera pas suffisamment vite pour nous permettre de régler les problèmes actuels. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, qui est réaliste, c'est une crise déflationniste, comme en 1929. Donc les crises comme celle de 1929, hein, pour rappel, elles ont pour rôle de purger le système. Elles ruinent les investisseurs, les grandes fortunes, et poussent les gouvernements à installer des filets de sécurité pour aider les plus modestes, financés par une très forte imposition sur les gros revenus et les patrimoines. Qu'est-ce qui s'est passé en 1929? Vous aviez des gens très riches, hein, quasiment aussi riches que les Bernard Arnault aujourd'hui, hein, très riches, hein, JP Morgan, vous aviez aussi Rockefeller, vous avez vraiment des grosses fortunes, hein, qui écrasaient tout sur leur passage, qui pouvaient mettre des milliards d'euros sur une action en un trait de plume, donc, qui avaient toute la richesse, et vous avez énormément de classes moyennes. Vous avez à la veille de la crise de 1929, vous avez des écarts de salaire qui étaient énormes, de richesse qui étaient énormes. Et vous avez une dette qui était devenue très lourde. Donc une situation qui ressemble un petit peu à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une crise bancaire, les gens ont commencé à perdre confiance, les banques ont commencé à faire faillite et la bourse a perdu 90% de sa valeur. Sauf qu'à l'époque, les dirigeants ont préféré, les politiques ont préféré dire on laisse le système se purger. Ce qui n'est pas forcément négatif. C'est qu'on a laissé, hein, les gros investisseurs, les JP Morgan, les Rockefeller, ont été laminés par la crise de 29 et Roosevelt, après le bain de sang sur les marchés, est arrivé au pouvoir en 1933, à la fin de 1932, et a mis en place le New Deal en traitant la misère, la pauvreté par la mise en place de filets de sécurité et la mise en place de grands chantiers pour que tout le monde puisse trouver un travail. C'est le New Deal. Alors évidemment, tous les chantiers ne sont pas rentables au sens du capitalisme. Et qu'est-ce qu'il a fait pour financer son New Deal? Il a imposé les grandes fortunes. Donc les rares grandes fortunes, les rares investisseurs qui ont survécu au krach boursier de 1929 ont été laminés par l'impôt, l'envolée des impôts qu'a fait Roosevelt. Hein, je vous rappelle, aujourd'hui, vous prenez Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même le plus à gauche de notre échiquier politique. Jean-Luc Mélenchon, il a dit au-dessus de 12 millions d'euros, je prends tout. Bon. Bon, en gros, quand on lui a demandé de préciser sa pensée, en gros, il veut remettre en fait un impôt à 75% sur les plus riches et sur les plus hauts salaires. En gros, Mélenchon veut taxer à 75% tout, sans possibilité de niche fiscale, tous les salaires supérieurs à un certain montant. Bon, c'est Jean-Luc Mélenchon. Franklin Roosevelt, là on parle des États-Unis d'Amérique quand même, hein, qui est un pays capitaliste, hein, c'est pas l'Union soviétique, a mis en place un système d'impôt progressif de manière à ce que toutes les personnes
qui gagnent plus de 400 000 dollars à l'époque soient imposés, écoutez bien, à 90%. C'est-à-dire que les rares personnes, les rares traders, grands patrons euh, qui ont spéculé, qui ont pu sauver, se sauver de la crise de 29, parce qu'il y a toujours des petits malins. Roosevelt a fait passer un hachoir fiscal, hein, et tout ce qui est au-dessus de 500 000 dollars, 90% de taux marge d'imposition. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une réduction drastique des inégalités. Drastique. Hein, on a eu vraiment des grands patrons, des traders qui ont énormément perdu, des spéculateurs qui ont énormément perdu. Et finalement, alors, dans un premier temps, on a les classes moyennes qui se sont appauvries, qui ont subi le choc de la crise de 29. Mais dans un second temps, avec le New Deal, on a pu avoir des personnes qui ont pu finalement remettre la tête au-dessus de l'eau. Et je vous rappelle que suite à la crise de 29, c'est en 1936 qu'en France, on a eu le Front populaire avec Léon Blum qui a mis en place les congés payés, l'absence de 1 jour ou 2 jours de congés par semaine. Beaucoup de progrès social auxquels on profite aujourd'hui ont été mis en place suite à la crise de 29 en 1936 en France. Et pour financer tout ça, on a été tapé dans le capital, on a été tapé dans les gros patrimoines, on a été tapé dans les plus gros salaires, surtout aux États-Unis. Et ça a duré 50 ans, de Franklin Roosevelt en 1933 jusqu'à Ronald Reagan dans les années 80. Ce qui n'a pas empêché les États-Unis d'aller sur la Lune, de devenir la superpuissance. Hein. Mais c'est ce qui a été choisi. Et c'est la crise de 29 qui a suivi ça. Alors, là encore, il y a peu de chances pour moi que ça arrive parce que les pays occidentaux sont traumatisés par le nazisme, hein, puisque la crise de 29, oui, ça a été le Front populaire en France, ça a été le New Deal de Roosevelt, mais malheureusement, ce que les dirigeants ont retenu, ça a été l'arrivée de Hitler au pouvoir aussi en 1933, comme Roosevelt, et avec les horreurs qui en ont découlé. Donc, nos dirigeants ne sont pas prêts à accepter finalement que le système se purge de lui-même. Ce dont moi, je suis pour. Moi, personnellement, si il y a, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser, il y a une personne qui est de la chaîne Draw My Economy, hein, qui fait de très très belles vidéos que je suis en ce moment. Moi, par exemple, quand il y a une crise bancaire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ferais si j'étais le gouvernement? Je garantis les dépôts à tout le monde, parce que il est hors de question que le ménage moyen qui a mis son argent dans la banque perde ses sous. Je garantis les dépôts à tout le monde. Par contre, je nationalise les banques qui sont en difficulté. Quand je dis je nationalise les banques qui sont en difficulté, je ruine les actionnaires qui ont pris le risque d'acheter des actions bancaires, perdent leur argent. Les grands patrons, les cadres dirigeants, les traders, enfin, tous les gens qui ont profité de belles années avec de gros salaires, de gros bonus quand ils étaient à la tête, je nationalise la banque et je fais un nettoyage quelque part. Je fais un nettoyage de la classe dirigeante. Par contre, je sauve les économies, je garantis les économies des personnes, des ménages qui ont mis leur argent à la banque. Voilà. Moi personnellement, c'est ce que je ferais. Ce qui permet à la fois de sauver le système, que le Pékin moyen ne s'en prenne pas plein la tête, et en même temps de purger les inégalités. Puisque les plus riches, hein, les gens aujourd'hui qui achètent des centaines de mètres carrés à Paris, qui ont les moyens, souvent, alors vous avez quelques entrepreneurs, mais vous avez énormément de cadres de direction qui, quelque part, se partagent le marché. Et donc, évidemment, en laissant l'économie faire, le capitalisme faire, ça permet finalement une redistribution des richesses. Mais là encore, hein, voilà, je ne crois pas trop en ce scénario parce que, évidemment, il y a trop le souvenir de Adolf Hitler en 1933 après la crise de 29. Et puis il y a aussi, c'est que nos dirigeants politiques sont très proches des dirigeants économiques. Donc évidemment, tous ces gens-là, ils tournent. Hein. Les gens au gouvernement aujourd'hui, demain, vous allez les retrouver dans des conseils d'administration de grandes banques, de grandes compagnies d'assurance, et ça tourne. Évidemment, ils n'ont pas intérêt à se taper trop dessus. Et donc, il y a le quatrième point, c'est ce qu'on appelle une crise hyper-inflationniste. Afin de sauver le système coûte que coûte, les banques centrales et le gouvernement relancent la planche à billets.
Ça permet de sauver les grands patrons et les investisseurs en faisant remonter les cours des actions, hein. Ça peut être les actions, les obligations, les métaux précieux, l'immobilier, mais au prix d'une destruction de la valeur de la monnaie. Et donc, évidemment, on a, c'est quelque chose qui peut arriver. Et moi, c'est vraiment ma vision, c'est le scénario auquel je pense. Alors, il ne va peut-être pas arriver demain, mais c'est le scénario auquel je crois. Le scénario auquel je crois, c'est la destruction de la monnaie. Parce que quand on est endetté, on n'est pas endetté en malabar, hein. On n'est pas endetté en allumettes, en cigarettes, on est endetté en euros. Donc, pour détruire la dette, il suffit de détruire la monnaie. Alors, comment ça se passe? Les assureurs, les banques, les entreprises, les ménages sont très exposés à la dette, soit via des crédits, soit via des achats d'obligations qui sont aujourd'hui en moins-value. Là encore, hein, si vous avez un plan d'épargne entreprise, vous regardez les fonds obligataires, c'est en rouge, hein, c'est en moins-value. Les gouvernements ne peuvent laisser les grands acteurs faire faillite. Hein, je rappelle, hein, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis sont traumatisés par la crise déflationniste de 29 qui a entraîné Hitler au pouvoir en 1933. La solution de facilité que j'entrevois personnellement, ça serait de baisser les taux à nouveau, d'imprimer de l'argent pour financer tout et n'importe quoi, sans obliger les riches à mettre la main au portefeuille. Parce qu'évidemment, si vous imprimez... De toute façon, pour financer un système, vous avez deux possibilités. L'impôt ou la planche à billets. Alors quand je dis impôt, dans l'impôt, soit on impose les plus riches, soit on oblige les gens à travailler plus longtemps. Parce que de toute façon, on peut plus imposer plus les classes moyennes, on est au taquet. Les classes moyennes sont au taquet au niveau de l'imposition. Donc soit on impose les plus riches, soit on oblige les autres à travailler plus longtemps. Voilà. Il n'y a que deux solutions, hein. Donc, soit par l'impôt, et travailler plus longtemps, c'est une forme d'impôt quelque part. Puisque vous faites travailler les gens plus longtemps, mais sans augmentation de salaire. Donc c'est un impôt. Première solution. Deuxième solution, vous faites marcher la planche à billets, et là, quelque part, tout le monde a l'impression d'être gagnant. Les patrons, vous ne les obligez pas à mettre la main au portefeuille, vous ne leur augmentez pas les impôts, et puis les gens, bah, vous ne leur dites pas de travailler jusqu'à 67 ans, vous leur donnez directement l'argent par la planche à billets. Sauf que, sauf que si vous imprimez beaucoup d'argent, le nombre de billets en circulation dans l'économie va exploser. Alors, imaginez, voilà, vous voyez, ça c'est. Voyez, imaginez si du jour au lendemain, vous dites, bah ça, vous voyez, c'est les billets de Monopoly, là, hein, 20 euros, ça devient des vrais billets. Là, je peux aller à la boulangerie et payer, hein, vous voyez, je peux payer avec des billets de 20 euros. Je peux acheter ma baguette de 20 euros. Qu'est-ce qui va se passer? Le boulanger, il ne peut pas fabriquer autant de baguettes de pain que moi, enfin, que la Banque centrale peut imprimer de billets. L'impression monétaire, elle est infinie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est une règle économique de base. Hein, ça, c'est un objet, c'est un téléphone. Vous ne pouvez pas imprimer un nombre illimité de téléphones, hein. La matière première n'est pas illimitée. Ça, par contre, vous pouvez l'imprimer à foison. Donc, si vous créez, vous jetez plein d'argent dans l'économie, des billets, pour sauver tout le monde. Alors que ça, vous ne pouvez pas en fabriquer une infinité. Le prix de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exploser, il va monter. Et donc, vous allez avoir une explosion des prix. Et donc, en réalité, c'est que ce qui se passe, c'est pas les prix qui augmentent en réalité. C'est pas que la baguette de pain du boulanger, elle devient plus goûteuse, plus savoureuse. C'est la valeur de votre argent qui diminue. C'est ce qui s'est passé dans l'Allemagne des années 20, hein, la République de Weimar, hein, et la France des années 1790 avec l'effondrement des assignats. Donc ça c'est quelque chose qui est... Et ça on ne peut pas se protéger contre ça. Hein. Moi, quand je vois des gens dire « Ah, on va retirer l'argent des banques », alors moi, je ne défends pas les banquiers, mais allez retirer tous vos sous dans les distributeurs de billets, retirer tout votre argent des banques, les mettre sous l'oreiller, ça ne sert à rien. Imaginez que, là encore, hein, je prends un exemple simple, imaginez vous retirez, allez, vous retirez 1000 euros, hein, ça c'est 1000 euros, vous retirez 1000 euros, vous les mettez sous votre matelas.
Vous dites, ça y est, j'ai 1000 euros, voilà, 1000 euros, je retire. Bon, très bien. Christine Lagarde, elle va dire, OK, moi, je veux aider tout le monde, les gens ont retiré leur argent des banques, il est sous le matelas, très bien. Vous voulez de l'argent? J'imprime. Et imaginez que Christine Lagarde, elle vous sort tout ça, là, en un clic. Elle sort ça. Ben, vos malheureux, là, les malheureux petits billets là, que vous avez mis sous le matelas, ils vont valoir combien d'après vous? Bah, plus grand-chose. Donc c'est ça en fait, c'est que la Banque centrale, elle a une arme beaucoup plus puissante que de vous empêcher de retirer votre argent de la banque. C'est tout simplement la touche print. En imprimant des billets à foison, elle peut vous ruiner sans même avoir besoin de venir chez vous et chercher votre argent que vous avez caché sous le matelas. Et vous ne vous rendez compte parce que vous dites, bah moi j'ai j'ai 100 euros là, et là j'ai 5 billets de 20, j'ai 100 euros. Donc effectivement, vous aurez toujours 100 euros. Ce sera toujours marqué 20, 20 fois 5, ça fait 100. Sauf que si la Banque centrale, elle imprime tout ça là, qu'elle le balance comme ça dans l'économie, la baguette de pain elle va passer de 1 euro à 50 euros. Donc vous aurez toujours 100 euros. Mais si avec 100 euros, au lieu d'acheter une baguette qui vaut 1 euro, votre baguette elle vaut 100 euros, vous ne pouvez plus acheter que 2 baguettes de pain au lieu de pouvoir en acheter 100. C'est comme ça en fait que les dirigeants peuvent vous ruiner sans même avoir à vous emmerder pour retirer votre argent. Donc c'est pour ça que moi, quand j'entends des gens dire retirez votre argent des banques, je ne suis pas du tout sûr que ce soit la solution. Hein, je pense que les dirigeants ont les moyens de vous ruiner sans même vous interdire de retirer l'argent des banques. S'ils vous interdisent, s'ils vous empêchent de retirer l'argent des banques, c'est juste pour permettre de gagner du temps, le temps de recapitaliser les banques par la planche à billets. Mais retirer votre argent des banques ne sert, pour moi, à rien dans ce scénario hyper inflationniste. Là, on le voit au, au, au Venezuela. Regardez ce qui s'est passé. Hein. Les actions vénézuéliennes, alors c'est marrant parce que quand vous avez une crise inflationniste, comme c'est l'argent qui perd de sa valeur, vous ne le voyez pas. Parce que ça reste toujours 20 euros, quoi. Ça sera toujours 20, quoi. Moi, je reviens dans 15 ans, il y aura toujours marqué 20 sur le billet. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout ce qui est une valeur tangible va valoir de plus en plus cher dans cette monnaie. Et c'est ce qui s'est passé au Venezuela. Regardez la bourse du Venezuela, c'est impressionnant. Hein. Au Venezuela, en 2015, la bourse, l'indice vénézuélien valait 500 points. En 2018, il valait 551 000 points. Hein. Ça a été une multiplication par 1000. C'est un peu comme si aujourd'hui, vous ouvrez une assurance vie à architecture ouverte, vous mettez 1000 euros dessus, la Banque centrale fait marcher la planche à billets, bah, les actions, les actifs tangibles que vous avez achetés via votre assurance vie architecture ouverte, hein, attention, hein, pas toutes les assurances vie ne se valent pas, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les 1000 euros que vous avez mis, ils feront fois 1000, c'est ce qui s'est passé au Venezuela, et ils vaudront 1 million d'euros 3 ans plus tard. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous êtes devenu riche. Les investisseurs au Venezuela qui ont investi dans les actions, dans des actifs tangibles, les actions, des obligations, des métaux précieux via, alors ça ne s'appelle pas assurance vie au Venezuela, je ne sais pas comment ça s'appelle, via des fonds, on va dire, bah en fait, ils sont devenus multimillionnaires en, en bolivar, je crois que c'est le bolivar, la monnaie du Venezuela, ils sont devenus multimillionnaires, mais en réalité, ils ont juste protégé leur patrimoine. Par contre, les gens qui avaient plein de bolivars stockés à la banque en liquide, alors eux, ils ont tout perdu. Mais ceux qui s'en sont le mieux sortis au Venezuela, ce sont les personnes qui ont investi leur argent. Et moi, je pense que les personnes qui s'en sortiront le mieux dans la crise qui arrivera, ce sont les personnes qui vont investir. Hein, et investir intelligemment. Donc les personnes qui se croient malignes en retirant tout leur argent des banques, en mettant ça sous le matelas,
en fait, elles vont se faire laminer par l'inflation, qui sera une inflation monétaire. Voilà. Et là, on commence, on peut peut-être le voir aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe depuis 2 semaines, regardez le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin, il est passé de 16 000 à 26 000 points. C'est énorme quand même. Hein. Il a pris plus de 50% en quelques jours. Regardez l'or. L'or, il est passé de 1820 points à 1960 points. Il a monté. Et vous avez les obligations, regardez, qui après une grosse baisse, hein, qui commencent à remonter, hein, parce qu'on a les taux qui baissent un peu, on a les obligations qui remontent, et on a les actions qui, pour le moment, baissent. Mais attention, elles pourraient repartir à la hausse, pas tout de suite. Hein. Je pense qu'on va avoir une crise, d'abord une crise de peur, les marchés vont prendre peur, donc les actions vont baisser, mais dès lors que la Banque centrale, il sera acté qu'elle va vraiment faire de la planche à billets à gogo, ben, les actions remonteront. Regardez ce qui s'est passé au Venezuela. Au Venezuela, regardez ce qui s'est passé. La bourse vénézuélienne, les actions vénézuéliennes sont parties au sommet. Non pas que les entreprises vénézuéliennes soient géniales, mais c'est que les investisseurs ont compris que la meilleure manière de se protéger de l'inflation, de la destruction de la monnaie, c'est d'acheter des actifs tangibles. Et les actions font partie des actifs tangibles. Voilà. Voilà un petit peu ce qui se passe. Alors, le conseil, et là, c'est la fin de ma vidéo. C'est un petit jeu de mots, mais c'est important. Mon conseil, chaque mot a son sens. Il est urgent, je dis bien urgent, de réfléchir à investir. Là, je mets bien les flèches. Il est urgent de réfléchir. Réfléchir à quoi? À investir. Chaque mot a son importance. Si vous supprimez la réflexion, ça devient il est urgent d'investir. Ça s'appelle de la précipitation. Il ne faut surtout pas le faire. On n'investit pas dans quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc, soit vous prenez votre temps pour connaître comment ça marche, soit vous formez, soit vous vous faites accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine et vous le bombardez de questions. Et si votre conseiller en gestion de patrimoine, ça commence à le saouler, ou il commence à en avoir marre de vos questions, ou il commence à vous dire que c'est trop compliqué, que ça ne sert à rien que vous cherchez à comprendre, vous changez de conseiller. Hein. Conseiller, il est là pour vous aider, pour répondre à vos questions. Donc, il est urgent de réfléchir à investir. Donc, si vous enlevez la réflexion, ça devient vite, 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 il y a de l'inflation, j'investis dans n'importe quoi, mais sauf que tous les actifs ne vont pas monter en même temps. Il y aura des actifs qui ne vaudront rien. Il y aura des mauvais investissements. Parce que tous les investissements ne se valent pas. Et mieux encore, il y a certains investissements qui seront très bons pour vous, mais qui seront dévastateurs, qui seront dégueulasses pour votre voisin. Chaque patrimoine a sa stratégie d'investissement. Donc, premier risque, première erreur, il ne faut pas supprimer le mot réfléchir. Hein, sinon, ça devient il est urgent d'investir. Et là, niet, ça devient de la précipitation. Et dès que vous entendez quelqu'un vous dire vite, 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 faut acheter, vite, 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 faut signer là, sinon, attention, vous changez de conseiller, vous partez. Passez votre chemin. Hein. Donc, voilà. Deuxième, alors là, donc ça, c'est la première catégorie, c'est les gens qui se précipitent surtout, qui veulent investir, voilà, qui paniquent, qui investissent dans tout et n'importe quoi sans réfléchir. La deuxième catégorie de personnes, c'est si vous supprimez urgent et investir, ça devient je vais réfléchir. Et ça, j'en connais aussi. Alors, des gens, vous leur parlez d'investissement, vous leur faites une vraie étude, ils sont là, je vais réfléchir. Moi, je leur dis, mais est-ce que vous avez des questions à poser? Je vais réfléchir. Bon, et pour moi, ça, c'est pas de la réflexion. Ça s'appelle de la procrastination. C'est des gens, vous avez beau leur expliquer, vous avez beau leur expliquer vraiment avec des graphiques, tout ce que vous voulez, c'est des gens qui n'investiront jamais. C'est des gens qui vont procrastiner toute leur vie, qui vont réfléchir, mais en fait, c'est pas de la réflexion. C'est comme des gens, vous savez, vous arrivez à l'école, le prof vous demande si vous avez fait l'exercice, vous dites non, j'ai pas compris. Sauf qu'en réalité, vous n'avez même pas cherché à comprendre, vous n'avez même pas ouvert le cahier d'exercice, j'ai pas compris. Là, c'est pareil. Vous avez beaucoup de gens, quand vous leur parlez d'investissement, vous leur soumettez des idées, qui vous disent je vais réfléchir. En fait,
C'est pas de la réflexion, c'est de la procrastination. C'est une manière de dire j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Bon. Bah, quand une baguette de pain vaudra 20 euros, bah, tous les gens qui procrastinent, bah, ce sera trop tard pour eux. Et souvent, hein, les gens qui procrastinent, souvent, c'est ceux qui passent d'un extrême à l'autre. C'est que les gens qui ne font rien, qui passent leur temps, oui, 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 je vais réfléchir, du jour au lendemain, quand elles réalisent que, bah mince, elles n'ont pas assez d'argent pour leur retraite, se précipitent pour acheter tout et n'importe quoi. Et ça, on l'a vu, hein, il y a eu des médecins, il y a eu un scandale d'ailleurs, hein, des médecins qui n'ont jamais investi de leur vie, hein, rien. Sans doute, ils ont été approchés, hein, par des conseillers, hein, peut-être sérieux, pour leur expliquer l'investissement. Ouais, 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 je vais réfléchir. Arrive la retraite, hein, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas, ils ont pas mis beaucoup de côté, ils n'ont pas investi. Et qu'est-ce qu'ils font? Premier conseiller en gestion de patrimoine qui se présente à eux avec une super plaquette, toute belle, avec un beau graphique, bah, ils signent sans même réfléchir. Donc souvent, les gens passent de on réfléchit, mais on réfléchit à on ne sait pas à quoi on réfléchit, en fait, on procrastine à on se précipite pour investir, mais sans réfléchir. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, le conseil que j'ai à vous donner, parce que moi, on n'est pas sur une chaîne pour vous parler d'effondrement. Moi, je ne crois pas en parvenir au Moyen-Âge. Hein. Autant je n'arrêtais pas dans mes dernières vidéos de critiquer les dogs de Bordeaux, hein, tous ces gérants actions qui vous parlaient du CAC 40 à 10 000 points, à 15 000 points. Alors ceux-là, clairement, eux, ils mordent leur chapeau. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'ils doivent bien pleurer. Hein. Regardez le CAC 40, et ce n'est peut-être pas fini. Autant, je ne suis pas un adepte de l'effondrement. Donc, il est vraiment, vraiment, hein, retenez bien ceci, il est urgent de réfléchir à investir. Ces trois mots sont très importants. Urgent, parce qu'il faut vous prendre en main. Il faut vous prendre en main, il faut vous intéresser à l'investissement, soit directement, soit en vous formant, soit avec un conseiller en gestion de patrimoine. Mais il faut, c'est urgent, il faut réfléchir, soit tout seul parce que vous êtes formé, soit avec un conseiller, et avec un conseiller qui est patient. Hein, parce que les conseillers qui vous disent j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de m'occuper de vous, vite, 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 signez, sinon demain, bon, vous changez de conseiller. Hein, et il faut investir. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire, hein, pour cette vidéo, hein, une vidéo assez longue, je le reconnais, mais c'était important de vous dire qu'il se passe des choses en ce moment. L'époque que l'on va traverser va être intéressante. Hein. Il va y avoir, alors peut-être pas dans les prochains jours, mais il va y avoir peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, on va avoir de grands bouleversements au niveau géopolitique, au niveau bancaire, au niveau du système financier, au niveau monétaire et au niveau social. Il y a des chances qu'on va assister à à beaucoup, beaucoup de transformations. Ça va être une époque passionnante, intéressante, mais il faut que vous soyez acteur. Il ne faut pas subir les événements. Si vous subissez les événements, vous allez dégringoler. Il faut être en avance de phase. Et être en avance de phase sur les événements, c'est investir. Et lorsque vous investissez, que ce soit dans l'or, dans les obligations, dans les actions, dans l'immobilier, alors dans l'immobilier, ça peut être des appartements, ça peut être des bureaux, ça peut être de la SCPI. Quand vous faites un acte d'investissement, ça consiste à prendre en main votre destin, à condition d'avoir réfléchi avant préalable. Quand je dis réfléchir, c'est une réflexion sérieuse, avec des questions, avec des simulations, avec des scénarios. C'est pas la réflexion, le gars qui réfléchit, et il se donne aucun horizon d'investissement. Il réfléchit, mais c'est de la procrastination. Mais il faut réfléchir. Il ne faut pas non plus investir comme un bourrin. Voilà. Donc, voilà un petit peu le conseil que j'ai à vous donner. N'hésitez pas à partager cette vidéo à un grand nombre de personnes. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Il se passe des choses. Il va se passer des choses. On va assister vraiment à une explosion, finalement, un écartement des inégalités. Non pas forcément entre les gens sérieux au travail et les gens qui foutent rien au travail, mais entre les gens qui comprennent ce qui se passe et qui savent traduire, qui savent prendre position au travers de l'investissement. Investir, c'est un acte.
C'est comme faire grève, c'est comme aller au travail, c'est un acte. Investir, c'est une prise de position. C'est un vote avec son argent. Il va y avoir une différenciation entre trois blocs. Ceux qui investissent n'importe comment, qui seront ruinés. Ceux qui passent leur temps à réfléchir, qui feront rien, qui procrastinent, qui seront aussi ruinés par l'inflation. Il faut savoir que 10% d'inflation, 10% d'inflation, si vous avez 10 000 euros, 10% d'inflation, c'est 1 000 euros en moins chaque année que vous perdez. C'est énorme, sans rien faire. 1 000 euros tous les ans, vous perdez 1 000 euros avec une inflation à 10% si vous avez 10 000 euros. Si vous avez 100 000 euros, c'est 10 000 euros par an que vous perdez. C'est énorme. Donc ceux qui font rien, qui réfléchissent, entre guillemets, qui font semblant de réfléchir, seront ruinés par l'inflation. Ceux qui se précipitent à acheter tout et n'importe quoi seront ruinés par une mauvaise gestion de leur patrimoine. Et ceux qui réussiront, ce sont celles et ceux qui réfléchissent et qui investissent. Réflexion, investissement, réflexion, investissement, réflexion, investissement. Ce sont ceux-là qui, pour moi, vont tirer leur épingle du jeu dans le futur. Allier réflexion, investissement. Je sais, c'est pas évident. Quand on est seul, c'est pas facile parce qu'il faut se former aussi. Et quand on a un conseiller, quand on a la chance de trouver un conseiller en gestion de patrimoine, faut-il encore que le conseiller soit ouvert à la réflexion, qu'il ne soit pas sans arrêt en train de vous forcer la main à signer tout et n'importe quoi. Ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui ont ce côté réflexion. Alors, la plupart des gens, c'est j'ai un Pinel à vendre. Ok, gars, mais tout le monde n'est pas fait, enfin, tout le monde, le Pinel, c'est pas fait pour tout le monde. Ou Pinel, ça peut être une assurance vie, ou un Girardin, ou une SCPI, n'importe quoi. Hein. Malheureusement, beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine, c'est des vendeurs de produits. Ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un vrai conseiller. Conseiller, quelqu'un qui vous accompagne dans une approche globale. Et ça, j'avoue, c'est pas facile à trouver. Je reconnais que c'est pas évident. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai cherché à me faire conseiller il y a quelques années. J'ai pas trouvé. Voilà. Mais c'est ce qu'il faut. Voilà. Donc c'est très important. Il va se passer des choses. Ça va secouer, mais c'est pas forcément la fin du monde. Voilà, on en a connu d'autres. On va peut-être avoir voilà, des manifestations, des révoltes, des émeutes, des tensions géopolitiques, peut-être une guerre ouverte entre puissances. On aura peut-être une hyperinflation, de la monnaie qui vaudra comme des billets de Monopoly. On va assister à de belles choses, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Il faut que vous soyez maître des événements, que vous ne subissiez pas votre environnement. Voilà. Mais écoutez, moi en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end, et j'espère vous retrouver à dans une semaine pour un nouveau point de marché. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, de vos proches, de vos familles, et moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!